Une Cadillac noire remonte une longue allée du Tennessee, son chrome poli dispersant la lumière du soleil sur les ondulations du vieux lac Hickory. La voiture ralentit devant. Un manoir de près de 1300 mètres carrés, une maison au plafond voûté, avec une vue imprenable sur l'eau et des murs qui résonnaient autrefois à la fois de musique et de chaos. C'était la forteresse de Johnny Cash à Hendersonville, dans le Tennessee, un endroit que lui et June Carter ont appelé leur maison de 1968 jusqu'à leur mort. Conçu par le célèbre constructeur Braxton Dixon qui privilégiait les poutres récupérées et la grandeur rustique, il est difficile de ne pas ressentir ici le poids de l'échelle. Seulement 3 décennies plus tôt, Cash était un garçon pieds-benus à Dyess, dans l'Arkansas, vivant dans la ferme numéro 266, une maison construite par le gouvernement sur moins d'1 acre. Élevée sur un sol marécageux pendant la Grande Dépression, cette cabane abritait 7 enfants, une mère et un père dans ses murs étroits, avec un lopin de champs de coton pour survivre. De ce cube en bois à ce palais au bord du lac, le contraste est presque biblique. À l'intérieur de Hendersonville, la grandeur vivait côte à côte, avec une étrange intimité de l'autre côté de la route. Ray et Carrie Cash, les parents de Johnny, ont gardé leur propre maison. Ainsi, même lorsque Johnny a construit un domaine de millionnaire, ses racines lui faisaient face de l'autre côté de la rue. Le domaine n'était pas seulement le manoir, a ajouté Dixon. Des granges à structure en rondins, un salon de thé, une fumerie, même des cabanes d'avant la guerre de sécession démontées et transportées pour donner à Cash une touche d'histoire. Ce n'était pas une maison construite pour des stars de la country, c'était un petit empire destiné à leur survivre. En 2007, le manoir lui-même avait disparu, consumé par un incendie lors de sa rénovation. Seuls quelques fragments ont survécu. Un mur de pierre a ensuite été déplacé au musée Johnny Cash. La propriété qui symbolisait la permanence s'est révélée aussi fragile que l'homme lui-même. Mais avant cette chute, Johnny Cash continuait d'acheter des refuges. En 1972, lui et June ont acheté Cinnamon Hill, une grande maison de style plantation en Jamaïque. Ici, surplombant la mer des Caraïbes, il recevait des amis et trouvait la tranquillité, loin des exigences de Nashville. Encore une fois, le contraste frappe. Un garçon qui, autrefois, tirait de l'eau d'une pompe en Arkansas, marche maintenant sur des sols en marbre où des aristocrates britanniques se prélassaient autrefois. Toutes ces échappées n'étaient pas tropicales. La ferme Hideaway à Bonaqua, Tennessee, s'étendait sur 43 hectares. C'était le seul endroit qu'il n'a jamais abandonné. 43 hectares de la ferme Hideaway à Bonaqua achetés. Après avoir découvert la mauvaise gestion financière de son comptable, cet endroit est devenu à la fois son refuge et, des décennies plus tard, son lieu d'héritage, restauré en tant que musée du conteur. Ici, il donnait des concerts dans une ancienne épicerie reconvertie, bricolait sur des tracteurs et gardait une Mercedes-Benz noire cachée dans son garage. Pourtant, rien n'inspirait autant d'admiration que le manoir de Hendersonville, longeant la rive du lac dans les années 1970. Les voisins racontaient entendre le grondement de la voix de baryton de Cash portée à travers l'eau. C'est devenu un lieu de rassemblement pour les politiciens, les musiciens et même le public curieux qui appelait la route Johnny Cash Parkway. Mais comme nous allons le voir, l'homme qui remplissait des manoirs remplissait aussi des garages avec certaines des voitures les plus étranges vues à Nashville. Ce garage a commencé avec élégance, une limousine Rolls-Royce Silver Shadow de 1970 équipée d'une cloison de séparation, d'un moteur V8 à double carburateur et des initiales JRC monogrammées en or sur les portes arrière. Ce n'était pas une voiture pour conduire, c'était une salle du trône roulante, c'était le genre de voiture qui faisait une entrée remarquée. Sa peinture noire. Se fondant avec sa garde-robe, le véhicule faisait partie du spectacle, mais son goût penchait aussi vers le spectaculaire. Il a possédé une fois une Cadillac Fleetwood Brougham achetée en 1975 comme cadeau d'anniversaire pour lui-même. Noir sur noir, aussi longue qu'un navire, elle relevait autant de l'autosatisfaction que de l'autodérision. Quelques mois plus tard, il chantait à propos d'une toute autre Cadillac, assemblée à partir de pièces volées. Une pièce à la fois n'était pas seulement une chanson humoristique, elle a inspiré une véritable Cadillac, assemblée à partir de pièces allant de 1949 aux années 1970. Ailerons, ailes, chrome, rapiécées pour former un monstre de Frankenstein en acier de Detroit. Johnny Cash l'a écrite pour faire parler de lui. Preuve que son sens de l'humour égalait son luxe. Là où ses rôles parlèrent de classe, la Cadillac rafistolée faisait un clin d'œil au chaos. Plus tard dans sa vie, Johnny Cash s'est tourné vers un luxe plus discret.
Une Lincoln Town Car de 2000, un édition quartier, avec un V8 de 4,6 litres et un coffre continental personnalisé, construite spécialement pour Johnny et June. C'était le genre de voiture que l'on conduisait non pas pour être vu, mais pour être transporté avec douceur. Encore une fois, le contraste persiste. Johnny Cash a grandi sans voiture familiale pendant la Grande Dépression, dans l'Arkansas. Son père, Ray, labourait les champs avec une équipe de mulets. L'idée d'une limousine Rolls-Royce avec les initiales JRC incrustées aurait semblé être une mauvaise blague. Pourtant, dans les années 1970, le garage de Cash n'était pas seulement plein, il était devenu légendaire. Le spectacle de ces machines reflétait celui de la scène. Et aucun garage, aucun manoir, aucune Cadillac assemblée à partir de pièces de casse ne pouvait éclipser ce qui s'est passé derrière les murs de la prison en 1968. Imaginez ce rythme impressionnant, le fracas des portes de cellules, la prison de Folsom, Californie, le 13 janvier 1968. Plus de 2000 détenus serrés contre les murs et les gradins attendant l'homme qui chantait leur vie en 3 accords. Cac monta sur scène tout de noir vêtu, regarda les prisonniers dans les yeux et dit « Bonjour, je suis Johnny Cash ». L'explosion de joie faillit le couvrir. Le spectacle de ce jour-là devint en direct à la prison de Folsom, un disque qui non seulement relança sa carrière, mais la redéfinit. Les prisonniers rugissaient à chaque parole de Folsom Prison Blues, surtout lorsqu'il chantait « J'ai tué un homme à Reno juste pour le voir mourir ». L'écho de ces acclamations est encore audible sur l'album, brut, obsédant, inimitable. 1 an plus tard, à San Quentin, il a interprété Un garçon nommé Sue. La chanson, écrite par Shel Silverstein, est devenue son plus grand succès pop, occupant la 2e place du Billboard pendant 3 semaines. Pour un homme autrefois banni de la radio pour des arrestations liées à la drogue, c'était une réhabilitation. Mais il subsiste un contraste. 10 ans plus tôt, son premier single chez Sun Records, Pleurs, 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 avait à peine atteint les classements régionaux. Le garçon de Diaz, qui avait chanté pour la première fois en coupant de la rose dans un champ de coton, menait désormais les prisonniers dans une ovation. C'était de l'admiration certes, mais elle s'accompagnait toujours d'un revers. Les performances de Cash pour les condamnés lui ont valu autant de critiques que de fans. Et sa position, son choix de vêtements noirs, ses paroles pour les pauvres et les prisonniers allaient susciter la controverse, que l'argent seul ne pouvait effacer. Cash se surnommait l'homme en noir, non pas comme une marque, mais comme une forme de protestation. Il voyait cet uniforme comme une déclaration pour les pauvres, les prisonniers et les soldats disparus. À une époque où les costumes à strass brillaient sur les scènes de Nashville, Cash arrivait vêtu de noir, donnant au public l'impression d'être à la fois à l'église et en pleine rébellion. L'image est restée, mais les combats aussi. En 1965, des groupes suprémacistes blancs ont faussement accusé sa femme, Vivian, d'être noire, déclenchant des boycotts dans tout le Sud. Des concerts dans la région ont été annulés. La direction de Cash a riposté avec des dossiers scolaires, des certificats de mariage et même un procès de plusieurs millions de dollars pour prouver les origines de Vivian. Le harcèlement a duré plus d'1 an. C'est l'une des cruelles ironies de sa vie. Un homme qui chantait la dignité aux prisonniers en a lui-même été privé en public. Et cela a bouleversé le garçon, qui s'était autrefois tenu pieds nus sur un porche en Arkansas, chantant des hymnes, tandis que son frère, Jack, rêvait de devenir prédicateur. Mais les batailles en étaient pas seulement avec des étrangers. Elles existaient dans son compte en banque, son catalogue, et même dans sa famille. Cette posture lui a donné un mythe. L'argent a révélé un chaos. La vie de Johnny Cash était un manoir de contradictions, et aucune pièce n'était plus hantée que celle-là. Rempli de pilules dès le début des années 1960, les amphétamines le maintenaient éveillé lors de tournées interminables, tandis que les sédatifs tentaient de le faire redescendre. Ce cycle a failli le tuer plus d'une fois, l'envoyant en cellule, devant le tribunal du divorce, et finalement dans les bras de June Carter. C'est elle qui fouillait ses poches, jetait ses pilules dans les toilettes et le ramenait à la vie. Un accident a montré à quel point c'était grave. En 1965, près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, Johnny Cash a été arrêté avec des dizaines de pilules cachées dans son étui à guitare. C'était une inversion grotesque du garçon qui, autrefois, serrait cet instrument contre lui comme une bouée de sauvetage. Maintenant, il transportait de la contrebande. Sa première épouse, Viviane, a été obligée de prendre l'avion pour El Paso afin d'assister à l'audience, déjà épuisée par des années à voir son mari lui échapper. Et pourtant, même dans ses profondeurs, la richesse continuait d'affluer. Dans les années 1970, sa fortune était estimée à plusieurs millions.
avec des demeures dans le Tennessee, des fermes à Bonacqua et Cinnamon Hill en Jamaïque, mais c'était une richesse instable. Lorsque Cash découvrit que ses finances avaient été mal gérées par son propre comptable, il fut contraint de tout vendre ou presque. La ferme de Bonacqua fut l'exception et elle devint son point d'ancrage. Le contraste est saisissant. Un homme avec une limousine Rolls-Royce monogrammée JRC, et pourtant un homme qui a perdu ses biens à cause d'une trahison. Wynne et la misère vivaient côte à côte. Le corps de Cash en a subi les conséquences. Des décennies de tournées lui ont laissé le diabète et une neuropathie autonome dans les années 1990. Ses mains tremblaient, sa vision était floue, ses jambes s'affaiblissaient. Mais au lieu de prendre sa retraite, il a accepté une invitation inattendue du producteur Rick Rubin. Rick Rubin. Il a enlevé tout le superflu, l'a assis sur un tabouret avec rien d'autre qu'une guitare Martin D42, JC l'une des 80 jamais fabriquées. Avec de la ballonne, une étoile incrustée et des mécaniques dorées, les sessions sont devenues les American Recordings, une résurrection tardive que les critiques ont saluée comme la preuve de son génie brut. C'était un spectacle en soi. Dans les années 1990, alors que Pierce sombrait dans les circuits nostalgiques, Cash reprenait Nine Inch Nails, Hurt et Rusty Cage de Soundgarden. Sa voix éraillée transformait le rock en gospel. Il avait autrefois chanté pour des prisonniers à Folsom, maintenant il chantait pour une génération MTV qui n'avait jamais touché un vinyle. Des chants de coton à l'icône de la country, puis interprète de grunge, rares sont les carrières qui ont traversé autant d'univers, mais sa renaissance a eu un coût personnel. Même si les récompenses s'accumulaient, sa santé s'est encore détériorée. Au début des années 2000, il avait besoin d'un fauteuil roulant et de bouteilles d'oxygène, en coulisses. Et pourtant, il chantait. La victoire était une voix éternelle. La blessure, c'était un corps qui lâchait. Les conflits familiaux reflétaient en la scène. Ses filles, en particulier Rosanne et Cindy, portaient à la fois la fierté et les cicatrices. Elles avaient en vue leur mère, Viviane, demander le divorce en 1966, invoquant l'infidélité et la drogue. Elles avaient subi des insultes racistes après que les journaux aient diffamé Viviane en la traitant de noire. Des décennies plus tard, elles sont revenues au tribunal, cette fois comme plaignantes dans des litiges sur les droits d'auteur et non comme témoins d'un scandale. Ring of Fire et d'autres chansons sont devenues des champs de bataille juridiques, transformant les souvenirs familiaux en preuves. En revanche, le mariage de Cash avec June est devenu une légende. Ils se sont mariés en 1968 à Franklin, dans le Kentucky, ont élevé leur fils, John Carter Cash, et sont restés ensemble jusqu'à sa mort en mai 2003. 4 mois plus tard, Johnny l'a suivi. L'homme qui pouvait survivre à des émeutes en prison, à des procès et à des overdoses, n'a pas pu survivre au chagrin. Même les maisons portèrent son histoire après sa mort. En 2007, le manoir lui-même avait disparu, consumé par un incendie lors de rénovation. Seuls des fragments ont survécu. Un mur de pierre a ensuite été déplacé au musée Johnny Cash. Pendant ce temps, sa maison de Memphis sur Walnut Grove Road est réapparue sur le marché en 2025 pour environ 495 000 $. Rénovée avec des plans de travail en granit et de nouvelles salles de bain, mais toujours présentée comme la maison de Cash. Des propriétés valant plusieurs millions de dollars aux annonces immobilières plus modestes, même ces maisons ont connu un spectre de gloire et de déclin. L'émerveillement résidait dans les détails. Des cabanes d'avant la guerre civile reconstruites sur sa propriété du Tennessee, des vitraux importés d'Europe pour le domaine Dogwood, la maison qu'il a construite pour son fils. Une Mercedes-Benz noire, silencieuse à Bonacqua. Chaque possession, une histoire, chaque histoire, assombrie par le prix à payer, puis vinrent les ventes aux enchères. La guitare Martin D76, bicentenniale de 1976, l'une des seulement 1976 fabriquée s'est vendue pour 50 400 $. Une guitare acoustique Fender qu'il avait dédicacée à sa fille Cindy avec la phrase « J'ai abattu un homme à Reno juste pour le voir mourir » a été vendue pour 3 500 $. Une combinaison de prison brodée à son nom, portée lors des répétitions à Saint-Quentin, a été vendue pour 50 000 $. L'homme en noir était devenu un objet de collection exposé sous vitrine, mais les ventes aux enchères ne racontent qu'une partie de l'héritage. Le centre-ville de Nashville a ouvert le musée Johnny Cash en 2013, abritant la plus grande collection au monde de ses objets personnels. Les murs de pierre de son manoir incendié se dressent à côté des guitares, des costumes et des lettres. Même sa garde-robe, les costumes noirs qui symbolisaient
la protestation sont devenues des pièces de valeur. Comparez cela à son enfance à Dyess, dans l'Arkansas, où ses seules possessions étaient un sac de coton et un livre de cantiques. Des cabanes fournies par le gouvernement aux restaurants et salons de marque portant son nom, la vie de Cash a transformé la pauvreté en empire. Mais un empire n'a jamais été gratuit. Les procès n'ont jamais cessé, allant de la mauvaise gestion financière aux batailles de droits familiaux, même ces hymnes de hors-la-loi portèrent des ombres juridiques. Et pourtant, il y a une admiration pour ce qui a survécu. Sa ferme de Bon-Aqua, abandonnée pendant des années, a été restaurée en 2015 et rouverte en tant que musée du conteur. Les visiteurs passent devant sa Mercedes noire, entendent sa voix à travers de vieux enregistrements et se tiennent dans l'épicerie générale où il jouait autrefois pour les habitants. C'était le refuge qu'il appelait « le centre de mon univers » et il reste intact. Quand tant d'autres choses, maisons, voitures, même des mariages, sont partis en fumée. L'héritage de Johnny Cash est un registre de victoires et de blessures. La victoire d'une Rolls-Royce avec des initiales dorées, la blessure d'avoir été arrêté avec des pilules dans un étui de guitare, la victoire d'un manoir sur le lac Old Hickory, la blessure de le voir brûler, la victoire de relancer sa carrière avec Rick Rubin, la blessure d'une santé déclinante, la victoire d'une famille avec June, la blessure de conflits juridiques avec ses filles. C'était un homme capable de se tenir devant 2000 prisonniers et de les faire rugir, et pourtant, c'était aussi un homme anéanti par le silence du chagrin. Après la mort de June, sa vie était aussi vaste qu'un manoir et aussi fragile qu'une ferme. Aujourd'hui, le garçon de Dias vit à travers des murs de pierre, des marques déposées dans un musée sur la 3e avenue, mais surtout il vit à travers des contradictions. La Rolls et la Cadillac rafistolés à partir de morceaux, l'empire de plusieurs millions de dollars et la ferme à laquelle il s'est accroché après la trahison. Chaque maison, chaque voiture, chaque procès fait écho au même refrain. La vie de Johnny Cash était assemblée comme sa Cadillac, pièce par pièce, certaines polies, d'autres récupérées, jusqu'à ce que toute la machine avance en grinçant. La gloire et la ruine soudées ensemble dans le chrome.